Chaque vendredi, nous avons un invité et sport et c'est le confrère Henri Akodo que vous connaissez tous. Henri, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos amis téléspectateurs. Vous allez bien? Je me porte à merveille. Nous allons parler du football. La FIFA suspend les fédérations tchadiennes et pakistanaises. Oui, on va également parler du PSG qui fait chuter l'invincible Bayern. Chelsea prend l'avantage également. Et puis le Real Madrid qui domine Liverpool, Manchester City bat Dortmund sur le fil. On parle bien sûr de la Ligue européenne des champions. Henri, voilà, la FIFA suspend au prime abord le Tchad. Pourquoi? La Fédération internationale de football association a suspendu bien évidemment la Fédération tchadienne de football pour ingérence de l'État tchadien dans la gestion du football tchadien. Nous savons tous que la FIFA est tellement jaloux de sa souveraineté et sur la base de l'article 13 de la FIFA a suspendu la Fédération tchadienne de football puisque, entre-temps, le ministre des Sports a retiré la délégation qui est accordée à la Fédération tchadienne de football de pouvoir gérer le sport tchadien. Le ministère des Sports a décidé de retirer cette délégation-là et a confié la gestion du football tchadien à un comité national qui a été mis en place et dirigé par Jafet Ndoram, l'ancien international tchadien, l'une des figures de proue du football tchadien, grande vedette, en tout cas des années 90. Et africain. Grande vedette africaine, bien évidemment, qui a joué au niveau du FC Nantes, de Monaco, des Canaries, de l'AS Monaco sur le Rocher, un joueur phénoménal à l'époque. Et le ministère des Sports a eu confiance en lui et lui a confié les charges, les rênes même de ce comité national pour la gestion provisoire du football tchadien, puisqu'il est reproché à l'instance fêtière du football tchadien, le bureau exécutif, le comité exécutif qui est en place, des faits de corruption. Il y a un certain nombre de choses, le manque d'organisation, le manque de structuration, le manque d'organisation des compétitions à l'interne. Et finalement, quand vous vous prêtez à ce jeu-là, la FIFA vient et puis tape du poing sur la table. Il faut préciser qu'avant même cette sanction de la FIFA, que la CAF, à un moment donné, il y a cela en mars dernier, a pris également cette décision en sanctionnant la Fédération tchadienne de football et par ricochet, le Tchad n'a plus participé aux 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022. Le Tchad était bien évidemment éliminé avant cette suspension et ça n'a pas eu un réel effet sur, en tout cas, la sélection des SAO. Mais avec cette sanction de la FIFA également, il faut préciser que c'est le football tchadien qui, en tout cas, ne sort pas grandi dans cette affaire. Et je pense que les dirigeants du football tchadien, notamment les dirigeants, le gouvernement tchadien, conscient du fait que le Tchad ne peut pas être coupé du landerneau footballistique mondial, puisque l'une des conséquences majeures de cette sanction, c'est que même si le Tchad n'a plus de compétition internationale à venir, parce qu'ils ont été éliminés pour les éliminatoires de la CAN 2022, mais également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, battus au tour préliminaire par le Soudan, même s'il n'y a pas d'incidence majeure pour la sélection nationale des SAO, cette sanction de la FIFA ne permettra pas à ce que le Tchad puisse bénéficier des projets, par exemple le projet Goal de la FIFA, qui permet aux différentes fédérations de pouvoir développer le football à travers la mise en place des infrastructures. Donc aujourd'hui, c'est une sanction provisoire, il faut le préciser. Si d'aventure les gouvernants tchadiens se ravisent et remettent en selle le comité exécutif qui est reconnu par la FIFA, cette sanction-là va être levée. Allez, on parle également du Pakistan. Oui, c'est quasiment la même chose. Les mêmes faits, en tout cas, qui sont reprochés au ministère des Sports pakistanais, qui a également retiré la délégation qui a été confiée au comité exécutif de la Pakistan Football Association et a confié, en tout cas, la charge de l'organisation du football tchadien à un comité restreint qui a pris d'assaut
le siège de cette instance faîtière du football pakistanaise, il faut le préciser. Donc, derrière, ça ne badine pas. Il faut comprendre que c'est un principe sacro-saint pour la FIFA, pas d'ingérence des gouvernants dans la gestion des affaires du football. On peut se poser la question légitime de savoir quand il s'agit de pouvoir financer les compétitions nationales, quand il s'agit de pouvoir financer Vous avez parfaitement raison. Les sélections nationales, quand il s'agit de pouvoir payer les sélectionneurs, à la différence des grandes fédérations en Europe, notamment la FFF, la 3F, qui peut se permettre de pouvoir payer à elle seule les charges liées à l'équipe nationale, les salaires du sélectionneur national. La plupart des autres fédérations, en tout cas des pays en guillemets pauvres, ne peuvent pas se permettre ce luxe-là parce qu'elles n'ont pas les moyens, ces fédérations-là. Et ce sont les gouvernants qui financent à satiété le football dans ces pays. Donc on peut se poser la question légitimement de savoir, quand il s'agit de financer ces fédérations, les gouvernants sont là. Les gouvernants sont là, mais quand ces gouvernants avaient intervenu pour mettre peut-être de l'ordre dans la gestion de ces affaires, parce qu'il y a ces fédérations-là également, il faut le rappeler, qui ne sont pas à l'aise, en tout cas dans la gestion des affaires du football, notamment sur le plan financier. Il n'y a pas une certaine traçabilité, une certaine transparence à ce niveau. Et donc, en tant que ministère, en tant que gouvernement, on peut se permettre de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, mettre de l'ordre. Mais quand ils le font, ils se mettent au dos de la FIFA et la FIFA sanctionne. Donc, il faut dire à ce niveau qu'il y a une certaine ambiguïté par rapport à la question de l'ingérence de ces gouvernants-là dans les affaires du football. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a toujours une porte de sortie. La FIFA n'est pas fermée au dialogue. Les gouvernants également doivent prendre des mesures assez subtiles. C'est-à-dire que quand vous voulez intervenir, par exemple, vous n'allez pas, en tout cas de manière flagrante, désigner d'autres personnes pour aller gérer les fédérations. Mais il faut être subtil, essayer de discuter avec les bureaux de la FIFA qui siègent à l'intérieur des pays pour pouvoir trouver des solutions adéquates, idoines. Parce que si ça se passe de cette manière-là, c'est toute une jeunesse qui est mise en mal et cela ne fait pas bien. De l'Afrique et de l'Asie, on va tout droit dans le vieux continent. On va parler de la Ligue européenne des champions appelée C1 là-bas. Le Paris Saint-Germain fait chuter l'invincibilité du Bayern de Munich. Il faut dire que lors de ce match aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, ce sont les Parisiens qui sortent victorieux, 3 buts contre 2. C'est surprenant. Le Bayern encaisse 3 buts à Paris. C'était au terme d'une rencontre haletante. Surprenant, en tout cas, je partage en partie votre avis parce que quand nous voyons un peu la stature, la posture de cette formation bavaroise qui est championne d'Europe en titre, qui a raflé tout sur son passage la saison dernière, quasiment 6 trophées, que ce soit la Bundesliga, la Champions League, la Pokal, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe. Donc le Bayern a tout gagné. Qui a atomisé tout sur son passage avec un entraîneur, un stratège fin, Hans-Dieter Flick, qui est en train de battre tous les records. Le Bayern a été impitoyable et flegmatique, pas de défaite, en tout cas pendant 19 rencontres. Et c'était une machine infernale qui se présentait devant la formation parisienne. Paris qui, fort de ses individualités, qui nourrit également beaucoup d'ambition, surtout avec l'arrivée des Qataris depuis plusieurs années. Le PSG qui a fait une finale la saison dernière. C'était même le revival, le remake de cette finale-là. Où on avait senti que le Paris Saint-Germain avait sa place. Le Parisien avec sa place, mais avait perdu sur des détails. Et dans cette alliance Arena, clairsemée, sans public, avec cette pandémie de coronavirus, nonobstant les absences des buteurs patentés du Bayern de Munich, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, qui a eux tous deux ont marqué 52 buts cette saison pour le Bayern de Munich, 48% des buts qui ont été marqués par le Bayern de Munich
cette saison, en tout cas, ont été l'œuvre de ces deux joueurs-là qui n'ont pas pu jouer cette rencontre. Et donc, ce sont des absences qui ont indubitablement pesé. Ce sont des absences qui ont indubitablement pesé, il faut le préciser, parce que sur les 116 buts marqués par le Bayern de Munich cette saison, ils ont marqué 52. Et donc, vous comprenez aisément que le Bayern partait avec un handicap sérieux avant cette rencontre. Mais je pense que les Bavarois, entre guillemets, n'ont pas abordé cette rencontre-là dans un bon état d'esprit. Il y avait une certaine suffisance, il y avait une certaine arrogance même au niveau de la direction technique bavaroise. Quand vous voyez un peu les joueurs qui ont été alignés pour cette rencontre, le Bayern fidèle à son 4-3-3 avec cette défense centrale qui était composée de David Alaba et de un certain Niklas Süle. Sur le plan offensif, c'est ce quatuor-là qui a été aligné. Eric Massim Choupo-Moting, le Camerounais qui était en pointe. Qui retrouve son club. Qui était en tout cas soutenu par un certain Thomas Müller. Et sur les deux côtés, on avait le Roi Sané côté droit, Kingsley Coman côté gauche. Le Bayern, depuis plusieurs années, qui s'appuie énormément sur ses élèves de débordement pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Kingsley Coman, de par sa vivacité, sa qualité technique, sa virtuosité, sa capacité à éliminer en un contre un, qui peut rentrer également à l'intérieur grâce à ses dribbles sautillants pour aller porter une main forte à l'attaquant de pointe. Le Roi Sané également, qui exploite toute la largeur et qui n'hésite pas à provoquer ses vis-à-vis. Il y avait en tout cas une philosophie de jeu côté bavarois, mais là où le bas blesse, c'est que c'est une équipe qui est très sûre d'elle-même et qui joue quasiment dans la moitié du terrain adverse. Et ça joue de contre 60%. Et ça joue contre elle. Vous avez par exemple la charnière centrale, Niklas Süle et David Alaba, qui montaient à plus de 50 mètres des buts. Et face à des équipes, à une équipe comme le PSG, qui n'a pas un collectif assez huilé, mais qui a de sacrées individualités, une constellation d'individualités, Neymar et Kylian Mbappé, qui sont très efficaces. Courir à tout moment. Bien évidemment. Il fait la différence. Je pense que c'est là où Hans Dieter Flick s'est loupé tactiquement dans cette rencontre, parce que quand vous jouez quasiment à plus de 40 mètres de vos buts, lorsque Kylian Mbappé et Neymar ont la balle, ils sont capables, de par leur sprint exceptionnel, de par leur conduite de balle et leur accélération foudroyante, de pouvoir perforer votre ligne défensive. Et c'est ce à quoi on a assisté avec ces 3 buts-là qui ont été marqués dans des conditions similaires, c'est-à-dire qu'une récupération pratiquement dans leur moitié de terrain et une possession très vite vers l'avant, parce qu'ils ont la vitesse, ils ont la technique, ils ont un toucher de balle de velours, une accélération exceptionnelle, et tout cela a mis en mal le dispositif tactique de Hans Dieter Flick, et le Bayern l'a payé cher, 3-2 pour le PSG, une victoire historique. Ça fait la première fois que le PSG s'impose en terre bavaroise, en 10 rencontres. Ça fait la première fois que le Bayern de Munich perd à l'Allianz Arena dans son mythique stade depuis 2019. C'est dire que l'invincibilité de cette machine flegmatique, impitoyable du Bayern de Munich est tombée face à la furie parisienne qui est en tout cas animée par des joueurs qui en veulent la mort et qui veulent véritablement porter cette formation francilienne jusqu'au bout. 3-2. Et c'est un avantage conséquent pour le PSG, mais il ne faut pas se leurrer. La rencontre retour, en tout cas, pourra changer beaucoup de choses également, puisque nous sommes dans le football. Et cette équipe bavaroise, avec ses qualités, peut encore surprendre. Allez, on verra sans doute et on fera des analyses sur le match retour pour voir si le Bayern de Munich peut arriver à véritablement chicoter cette équipe du Paris Saint-Germain. Et puis Chelsea, sous Thomas Tuchel aussi, qui prend l'avantage, il faut le dire. Chelsea, c'est un nouveau visage. Un visage plus rayonnant, plus chatoyant, plus, j'allais dire, éblouissant, avec des joueurs qui véritablement sont assez talentueux.
beaucoup d'individualité également dans cette formation de Chelsea. Thomas Tuchel qui a amené un nouvel état d'esprit, qui a su rameuter ses joueurs par son discours, qui a mis en confiance certains joueurs qui étaient en panne technique, qui étaient en manque d'inspiration également. Et ça paye. Face à cette formation du FC Porto, la rencontre a été jouée à Séville, compte tenu de la pandémie de coronavirus, comme le match retour d'ailleurs, qui va être joué également sur les terres andalouses. C'est le FC Porto qui accueillait Chelsea. Les Portugais ont eu énormément d'occasions parce que c'est une équipe également très joueuse qui est souvent portée vers l'avant, menée par un entraîneur, Sergio Conceição, le technicien lusitanien, qui est un maestro également. Des joueurs comme Moussa Mariga qui demandaient sans cesse en profondeur, des joueurs comme Luis Diaz au milieu du terrain, des joueurs comme Oliveira, qui est le référent technique de cette équipe, le régulateur au milieu du terrain. Porto a eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas su concrétiser ces occasions-là en face. Le 3-4-3 de Thomas Tuchel a fait la différence à la récupération du ballon. On ne se pose pas de questions. Transition rapide vers l'avant avec l'exploitation de la latéralité, mais également de la verticalité avec un certain Timo Werner, Pulisic, sans oublier les Kai Havertz, qui ont une certaine complicité, une certaine complémentarité, et qui ont essayé de combiner entre eux dans les petits espaces. Et cela a fait mal à ces Portugais. Les Portugais qui ont remporté à 2 reprises la Champions League en 86 avec un certain Rabat Madjer, l'ex-international algérien. En 2004 avec Benit McCarthy. On se souvient de cette belle équipe amenée par José Mourinho. Et Chelsea, une seule fois vainqueur de cette compétition en 2012. Je pense que les Londonais sont bien partis pour pouvoir se qualifier pour le dernier carré de la Champions League depuis 7 ans. Thomas Tuchel a tout simplement métamorphosé cette formation. Il n'a connu qu'une seule défaite. C'était face à West Bromwich la semaine dernière en première ligue. 5 buts à 2. On se disait que est-ce que la machine Blues qui est en train d'être mise en place commence par subir quelques rayures. Finalement, on a constaté il faut également 7 ans de doute pour reconstruire une équipe. Bien évidemment, il faut parfois cette trou d'air. Je pense que c'était un accident. Et ils se sont remis en selle rapidement. Effectivement. Et cette formation de Chelsea, attention à cette formation de Chelsea qui a énormément de bons joueurs qui étaient sur le banc la fin dernière également. Hakim Ziyech, l'international marocain, sans oublier également les Thiago Silva, des joueurs parisien comme N'Golo Kanté qui n'étaient pas là. Donc c'est un effectif assez, en tout cas impressionnant de Chelsea qui peut faire la différence pour le match retour. Je pense que c'est bien parti pour aller dans le dernier carré d'as pour la formation de Roman Abramovich, le milliardaire président de cette formation. Et surtout, on verra si Thomas Tuchel, pour la 2e fois consécutive, sera en demi-finale. On se souvient que l'année écoulée, il était avec le Paris Saint-Germain et il avait joué la finale face au Bayern de Munich. On va également parler du Real Madrid qui domine Liverpool. Pour vous, c'est une surprise, Henri Akodo? Ce n'est pas une surprise. Le Real Madrid reste sur 10 matchs sans défaite, 8 victoires, 2 matchs nuls avant cette rencontre. Même si le début de la saison n'a pas été de tout repos pour les Merengues, c'est une équipe qui a retrouvé ces derniers temps une certaine osmose, une certaine dynamique, une certaine spirale positive. Et cela, je plaidais en leur faveur face à Liverpool la fois dernière dans ce stade d'Alfredo Di Stefano. Les Merengues ont su quand même, à travers leur maîtrise technique collective, à travers ces ingrédients techniques et tactiques, mis en main la machine. Ils ont mis en déroute la machine des Reds. Quand vous voyez un peu ce trident au milieu du terrain du Real Madrid, ce triumvirat mais exceptionnel, composé de Casemiro, qui est la pointe basse du milieu de terrain, Modric et Kroos. Quand vous voyez un peu comment est-ce qu'il se jouait de Liverpool qui pressait très haut, mais qui n'arrivait pas à récupérer parce qu'il y avait de la qualité technique. Les sorties de balles étaient exceptionnelles du côté du Real Madrid, impeccable, avec Toni Kroos qui était la plaque tournante au milieu du terrain, celui qui orientait le jeu à gauche, à droite, le Real Madrid qui renversait, qui fissait d'un côté et cherchait à renverser de l'autre,
Que dire de ce premier but-là qui est venu d'une inspiration exceptionnelle, d'une passe, d'une précision millimétrique de Tony Kroos. Et cet appel, que dire de cet appel? Cet appel exceptionnel d'un certain Vinicius Junior qui a en tout cas mis en mal la défense de Liverpool par son appel, et Tony Kroos qui l'a servi. Ça demande beaucoup de coordination, ça demande beaucoup de synchronisation, beaucoup de travail, beaucoup de complicité. Et ça, c'est le travail de Zidane. C'est le travail de Zidane. On a souvent oublié de pouvoir lui tirer chapeau. Certains pensent que c'est simplement un manager, qui n'est pas un tacticien. Mais gagner 3 Champions League, c'est pas donné à n'importe qui. 3 fois consécutivement, je pense qu'il faut être un fort tacticien pour le faire. Et sur cette rencontre, il a encore prouvé, il a mis en mal Jürgen Klopp et son dispositif de 4-3-3. Liverpool qui était en difficulté et dans cette rencontre face à des joueurs du Real Madrid, Vinicius Junior qui a été foudroyant dans cette rencontre par ses fêtes ravageuses et ses sprints d'une manière exceptionnelle. Et je pense que Liverpool en tout cas, ne mérite pas de gagner la fois dernière parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Jürgen Klopp s'est trompé dans sa stratégie. À 30 minutes après le début de la rencontre, il a sorti un certain Naby Keita des Déco guinéen pour faire rentrer Thiago Alcantara. C'est un aveu d'échec sur le plan tactique. Liverpool n'a pas été présent dans la récupération collective du ballon, dans l'intensité, dans l'agressivité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont manqué à cette formation des Reds. Le Real Madrid part avec les faveurs de pronostic pour jouer les demi-finales. Mais attention à cette formation des Reds, même si... Ils ont cette capacité de réaction. On se souvient encore du match retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour au Barça. Merci beaucoup pour ce petit rappel. Même si ça serait dans des conditions assez particulières, il n'y aura pas de supporters en fil rouge. Et surtout, l'équipe qu'on a en face maintenant, ce n'est pas le Barça. Ce n'est pas le Barça. Real s'est joué à l'extérieur. Oui, effectivement. Mais il pouvait compter, s'il y avait quand même les supporters dans le stade en fil rouge, qui pouvaient en tout cas regarder leurs troupes à travers leurs applaudissements cadencés. Ils seront orphelins de leurs supporters. Mais je pense que Jürgen Klopp, en tout cas, s'il se remet en cause, s'il met en place une très bonne stratégie, une transition rapide vers l'avant, ils pourront surprendre le Real Madrid. Mais ça sera très compliqué puisque les hommes de Zinedine Zidane veulent aller en demi-finale. Vos amis, surtout votre ami Erling Braut Haaland, a été chicoté tout simplement par Manchester City, mais au forceps. Il y a match au retour. Le jeune monstre de la Scandinavie, le petit cyborg, a beau essayer de pouvoir mettre en mal ces loups de Manchester City. La preuve, cette charge-là qu'il a eu sur Ruben Dias, le solide défenseur portugais, mais finalement, il n'a pas pu conclure. Ça illustre un peu cette rencontre-là, c'est-à-dire de l'insouciance, de l'inexpérience, face à une équipe qui est mature collectivement et techniquement, qui répète incessamment des actions assez bien construites. Je pense que c'est l'expérience qui a joué pour Man City. Man City qui a gagné par 2-1 avec une disposition tactique inédite de Pep Guardiola qui a encore mis un milieu offensif, Bernardo Silva en pointe, pour profiter des mouvements, des permutations, de la gestion des émotions de ces joueurs. Riyad Mahrez, l'international algérien, le champion d'Afrique en titre, a été monstrueux dans cette rencontre, de par sa qualité technique. Que dire également de Kevin De Bruyne? Ce joueur-là, il est phénoménal. C'est un sorcier, en guillemets. On a comme l'impression qu'il a toujours la solution avant de réceptionner le ballon. Des ouvertures lumineuses, des ouvertures éblouissantes pour trouver des solutions dans la surface de réparation. Et c'est lui-même qui a permis à ce que Man City puisse prendre l'avantage dans cette rencontre dans les dernières minutes de la partie, quand il a fait cette ouverture exceptionnelle à Ken Gundogan, qui a servi sur un plateau de Phil Foden, qui donnait l'avantage à Man City. Je pense que Man City méritait sa victoire. Mais attention, 2-1, ce n'est pas un résultat confortable au niveau de ce stade d'Indiana Park. Induna Park. À Dortmund, au niveau de Gelsenkirchen. Je pense que cette équipe du Borussia Dortmund, même si
Elle est composée de jeunes joueurs assez inexpérimentés, notamment Akanji, Marco Rius. Ils ont quand même de la fougue. Ils ont quand même de la fougue. Et Erdine Terzic peut remobiliser sa troupe, peut insuffler cette rage de vaincre à ces joueurs-là qui peuvent surprendre le professeur Pep Guardiola. Mais je pense que c'était la 27e victoire sur les 28 dernières rencontres pour Man City. Pep Guardiola court derrière une demi-finale de Champions League avec Man City depuis 2016, depuis son arrivée. Ça fait belle lurette pour les Émiratis. Un entraîneur de cet acabit. C'est ça. Les Émiratis rêvent d'un titre de Champions League depuis 2009, depuis leur arrivée là-bas au nord de l'Angleterre. Ils sont exigeants. Ils sont exigeants. Ils sont exigeants. Et je pense que c'est l'année... C'est l'année ou rien, en fait. C'est l'année pour Man City, finalement, de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais ça ne sera pas facile face à cette mur jaune de Dortmund. Merci beaucoup, Henri Akodo. Vous êtes le responsable du site afriqueexpressport.net, c'est ça? Oui. Tout va bien? Ça se passe bien. Ça a été un plaisir, cher confrère. Plaisir partagé. Allez, on va marquer une petite pause et on revient pour Regard croisé.